je me sentais jamais complète, je me sentais jamais complètement là. Je vivais toujours dans le futur. J'étais incapable d'être là quand je me baladais dans la nature. J'étais incapable d'être là quand j'étais avec des amis. C'est horrible de vivre comme ça. J'étais toujours dans le futur, toujours dans qu'est-ce qui peut se passer, toujours dans je suis pas en train de travailler, je devrais travailler, toujours là-dedans. Et j'en avais marre en fait, c'était fini. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis hyper heureuse d'être avec vous pour ce premier épisode, hyper excitée aussi à la sortie de ce podcast qui va être véritablement le premier podcast francophone sur l'anxiété et sur comment guérir naturellement de l'anxiété. Donc dans ce premier épisode, ce que je voulais vous partager, c'était vraiment mon histoire avec l'anxiété, comment j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui à vivre sans anxiété. Maintenant, j'ai plus peur de le dire. Et je voulais commencer par une citation qui a vraiment été le début un petit peu de mon parcours, qui a été une grande réalisation. C'est une citation de Carl Gustav Jung qui dit « Si tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. » Et quand j'ai lu cette citation, je me suis dit « Waouh !» J'avais l'impression que c'était ma vie résumée en une citation. Vous savez quand on dit le temps guérit les blessures ». Je pense pas que le temps guérisse les blessures, je pense que ça permet juste aux blessures de plonger encore plus profondément en nous et de venir nourrir les mécanismes de défense qu'on a déjà en place. Donc, quand je pense, moi, un petit peu à mon enfance et à là où ça a commencé, j'aime bien, je sais pas si c'est une citation, mais j'aime bien cette phrase qui dit « Quand les parents critiquent les enfants ou quand il se passe des choses difficiles à la maison, les enfants n'arrêtent pas d'aimer les parents. Les enfants arrêtent de s'aimer eux-mêmes. » Et c'est vraiment ça qui se passe. Quand il arrive des choses difficiles dans le quotidien, dans la maison, quand on est jeune, la version jeune de nous va commencer à se juger, à se critiquer pour les choses difficiles qui se passent à la maison. Et puis ensuite, à travers les âges, jusqu'à notre âge adulte, on continue cette pratique d'autocritique, de jugement, d'abandon de nous-mêmes, on la continue. Parce que un enfant, ça c'est vraiment... Écoutez-moi là-dessus, c'est vraiment super important. S'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est ça. Un enfant choisira toujours l'amour de ses parents plutôt que l'authenticité. Donc si par exemple, je prends un exemple, ma mère rentre à la maison épuisée du travail. Ça c'était un exemple quasiment quotidien pour moi dans mon enfance. Ma mère rentre épuisée du travail. Il y a une deuxième journée qui l'attend à la maison parce qu'il faut qu'elle nous donne le bain, etc. Et moi, j'en sais rien, je suis hyper joyeuse parce que j'ai fait un dessin ou j'ai réussi quelque chose à l'école, etc. Et ma mère est juste là. Non, pas maintenant Camille, là il faut que on aille prendre le bain, on enchaîne. Qu'est-ce que l'enfant va imprimer ? L'enfant il va imprimer que c'est pas safe d'être joyeux, d'exprimer sa joie, parce que si j'exprime ma joie, je perds l'amour de maman. C'est un exemple hypothétique. Et ça s'imprime. Et puis vers l'âge de 7-8 ans, ça se cristallise et puis c'est les lunettes qu'on porte pour la vie, ensuite. Et donc c'est pour ça qu'un enfant choisira toujours l'amour de ses parents plutôt que l'expression de soi, l'authenticité. Pourquoi ? C'est tout simple, parce que sa survie en dépend. Sa survie en dépend. Le bébé humain, c'est une des créatures les plus dépendantes pour sa survie qui est même dans la nature, si vous regardez les animaux, les bébés animaux, ils sont indépendants beaucoup plus vite. Un petit éléphant, par exemple, il marche quasiment tout de suite. Pareil pour un petit cheval, etc. Imaginez combien de temps ça met pour un bébé. Un bébé, si on le laisse 24 heures, 48 heures, il va mourir. Donc c'est logique qu'ils choisissent l'amour de ses parents parce que sa survie en dépend. Donc on est toujours dans ce mécanisme de survie. Et après, ça continue en fait, même quand notre survie en dépend plus. Moi, par exemple, j'ai grandi avec des parents qui se sont pas beaucoup aimés. Et mes parents, ils ont divorcé l'année de mon bac. Et je me suis dit, et j'avais 17-18 ans, du coup, je me suis dit,
c'est pour le mieux, enfin, de toute façon, il n'y avait pas du tout une bonne ambiance à la maison, et j'ai jamais processé ce divorce, qui est toujours quelque chose de difficile pour un enfant d'ailleurs, j'ai jamais processé ce divorce en mettant tout de suite ce bouclier finalement de c'est pour le mieux. Pour surtout pas ressentir, pas travailler les choses. Et même à 18 ans, la plupart d'entre nous ont grandi avec des parents qui sont émotionnellement immatures. C'est logique, c'est normal, j'ai envie de dire, parce que nos parents, ils ont leur propre trauma, ils sont issus de générations aussi comme nos grands-parents où on parlait moins de tout ça aussi, il y a ça. Hein. Moi, ça m'énerve un petit peu le facteur générationnel de dire oh, tes grands-mères, elles ont 80 ans, c'est trop tard. Moi, je pense qu'on peut vraiment changer à tout âge, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il faut reconnaître que c'est des générations où peut-être on parlait un petit peu moins de ses émotions, il fallait surtout pas exprimer ses émotions. La société nous le dit, hein, et la société continue à nous dire que les émotions, c'est des choses qui viennent en travers de notre chemin, et surtout si on peut se contrôler, et donc contrôler nos émotions, on n'en sera qu'une meilleure personne. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que la plupart d'entre nous ont grandi avec des parents émotionnellement immatures. Mais c'est très difficile pour nous de dire et d'exprimer j'ai des parents émotionnellement immatures. Et quand je dis j'ai des parents émotionnellement immatures, ça veut pas dire c'est de leur faute, encore une fois, parce qu'ils ont leur propre trauma. Ils font du mieux qu'ils peuvent, ça c'est sûr. Mais ils sont émotionnellement immatures, ça change rien. Et moi, mes besoins en tant qu'enfant n'ont pas été remplis. Ça ne change rien. Mais ça veut pas dire que c'est leur faute. C'est difficile ça. Hein. Mais c'est là où je vous invite à arriver. Et moi, encore à 18 ans, où j'étais quand même, on pourrait dire, presque une adulte, je pouvais pas me dire ils auraient pu agir autrement, c'est pas juste, etc. Je pouvais pas enlever cette étiquette de ils ont raison, de parents parfaits finalement, de mes parents. Parce que c'était trop dur pour moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'habitude de faire passer les besoins des autres avant les miens, parce que je voyais, depuis toute petite, je voyais la détresse émotionnelle de ma mère qui était pas heureuse du tout dans ce couple, qui supportait aussi toute la charge financière de la maison parce que mon père était malade. C'était très difficile, elle devait tout assumer, elle était malheureuse comme la pierre. Et donc moi, pour pas peser encore plus sur maman, pour avoir l'amour de mes parents, surtout, j'ai fait attention à tout, j'ai fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'on attendait de moi. Il fallait que je fasse le tampon entre mes parents. Ça, c'est ce que je pensais, qu'il fallait que je fasse le tampon entre mes parents. Ma sœur, par exemple, avait un mécanisme de défense tout à fait différent. Ma sœur, elle allait se cacher dans sa chambre dès qu'il y avait une dispute. Moi, il fallait que je sois là et que je fasse le tampon. Donc ça va dépendre aussi de nos blessures plus profondes, de nos personnalités, etc. Et puis mes parents ont divorcé, on est parti à Paris, et quelques mois plus tard, ma mère a rencontré quelqu'un. Et là, je suis tombée dans une déprime proche de la dépression. Je me levais plus le matin, la journée me semblait complètement insurmontable, et là ma mère a dit il faut que tu ailles voir un psy. Ça a été le début de la fin. Pourquoi j'ai été dans cette déprime? Parce que j'avais perdu mon rôle. J'avais appris à faire passer les besoins des autres avant moi, et c'était ce qui me faisait exister, j'avais besoin de cette validation. Et là, tout d'un coup, ma maman, elle avait plus besoin de moi. J'étais pas particulièrement douée en droit, je venais de commencer des études de droit, alors que j'étais super douée au lycée, j'étais dans les meilleures de la classe, donc finalement il y avait comme toutes mes identités qui s'effondraient. Donc j'ai commencé à plus pouvoir me poser, me reposer, parce que je voulais surtout pas aller ressentir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je pouvais pas faire face à ça. Et quand tu pratiques depuis l'enfance le fait de te juger, de te critiquer, de t'abandonner, et quand tout ce que t'as mis en place comme ça s'écroule d'un coup, c'est la panique à bord, c'est la déprime, c'est la dépression, c'est une anxiété qu'on contrôle plus. Donc j'ai commencé à plus pouvoir me poser. Je pouvais pas faire face à ça. Je me créais littéralement des journées qui commençaient à 7h le matin, qui finissaient à 22h le soir, pour surtout ne pas penser, avoir un trop plein d'activités, jamais, jamais me poser. Et puis un jour, je suis sortie de la maison à 7h du matin en pleurant déjà. Parce que j'étais épuisée en fait. J'étais épuisée, j'avais un système hormonal qui était complètement en vrac, j'avais de l'inflammation partout, j'étais épuisée. Et ça a été le premier déclic. Ça n'a pas suffi. Ensuite, j'ai encore continué avec des années d'études, des années de start-up qui étaient hyper stressantes, où j'étais à 200 à l'heure. Et puis je suis partie en Inde, ça c'était il y a 3 ans. Alors,
Entendez-moi bien, il y a pas besoin de partir en Inde, il y a pas besoin de partir à Bali ou je sais pas quoi pour avoir un éveil spirituel ou pour commencer son chemin de guérison. Vraiment, je ne crois absolument pas ça. C'est juste que pour moi, l'Inde, ça a été clairement un accélérateur. Et pas l'Inde, j'aurais pu le faire en Europe, ça a été le yoga. Je suis allée pour faire une formation de yoga en Inde, et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 30 jours. Il y a tout qui commençait à se débloquer dans mon corps. On avait un cours de yoga qui était un cours d'étirement profond. Pendant ce cours-là, je pleurais à chaque fois, ça ne loupait pas. Parce que dans ces étirements-là, à l'intérieur de mon corps, il y avait toutes ces choses qui étaient bloquées, toutes ces émotions, tous ces ressentis, tout ce que je voulais pas aller voir, tout ce à quoi j'échappais en allant dans ma tête, c'était là, et là, avec le yoga, ça se débloquait. Et donc, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Il faut quand même que je vous raconte cette première journée en Inde, parce que ça vaut le coup. Je suis arrivée en Inde, il fallait qu'on se prenne une carte SIM. Et alors, vous savez, en Inde, il fallait avoir tel papier du Yoga Institute pour aller chercher la carte SIM. Et puis on allait au bureau, il y avait personne. En Inde, ils ont un mode de vie qui est totalement différent d'une autre, surtout une notion du temps qui est totalement différente. Et moi, je bouillais, je bouillais. Il a fallu attendre jusqu'à 16h pour avoir ce papier, parce qu'à chaque fois qu'on y allait, la personne était en pause, la personne n'était pas là. Et j'ai terminé la journée en pleurant toutes les larmes de mon corps, en me disant que je pourrais jamais rester là un mois, que ça allait être trop pour mes nerfs. Et finalement, je l'ai fait, donc j'ai pleuré pendant 30 jours, mais finalement, je l'ai fait, et ça a été vraiment aussi le deuxième déclic où j'ai compris, ah tiens, il y a quelque chose d'autre, en fait. Il n'y a pas que ce 200 à l'heure en permanence, il y a quelque chose d'autre qui existe. Et j'ai commencé à comprendre qu'il faut revenir, qu'il fallait que je revienne à cette jeune version de moi, en fait. Et quand j'ai été en Inde, j'ai été voir aussi une docteure en Ayurveda. Je pensais qu'elle allait me dire comment me débarrasser de mon eczéma, et finalement on a fini par travailler sur mon anxiété, parce qu'elle a vu que c'était ça qui était le plus important. Elle a fini par me faire appeler ma mère pour lui dire que voilà, je lui pardonnais, pour lui demander pardon, voilà, où j'ai encore pleuré évidemment, et on a commencé à en fait se reconnecter. Elle m'a fait me reconnecter à cette jeune partie de moi, et ça a été le début aussi du chemin. Donc il faut revenir à cette jeune version de nous qui a besoin d'être portée, d'être soutenue, d'être aimée, qui demande que ça en fait. Parce que l'anxiété, quand on comprend, et là moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé tout doucement à comprendre ça, que c'est un état d'alerte dans le corps. Et cet état d'alerte, il vient de quoi? Il vient de ces jeunes parts de nous qui hurlent pour avoir de l'attention, pour avoir de l'amour, parce qu'elles l'ont pas eu plus tôt dans notre vie. Mais ça, on le repousse. Pourquoi on le repousse? Parce qu'il n'y a personne qui nous a appris à ressentir. À l'école, on parle jamais des émotions, il n'y a personne qui nous a appris à ressentir, et on a peur de cette intensité. On se dit qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais perdre le contrôle? Et donc on commence à penser, à essayer de penser pour pas ressentir, et s'échapper par la pensée. Mais le truc, c'est que ça ne peut pas marcher fondamentalement, c'est de la logique pure ça. Ça peut pas marcher d'utiliser la pensée pour résoudre un problème qui est physiologique. On veut sortir d'un mécanisme qui est majoritairement physiologique par la pensée. Or, le trauma loge dans le corps. Ça, on le sait depuis bien des années maintenant. Le fait de penser, ça nous donne juste une illusion de contrôle et de pouvoir. Et ça marche pendant un temps. Puis après, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Parce que ces parties de nous, elles hurlent de plus en plus fort. Et moi, ça a été vraiment mon chemin. Ça a été de comprendre que je m'en sortirais pas en analysant. J'allais pas m'en sortir en analysant tous mes mécanismes, etc. Ah, j'ai analysé, je suis allée voir un psy pendant 2 ans. J'ai tout analysé. J'avais compris tous mes mécanismes, pourquoi, du comment, avec mon père, avec ma mère. J'avais tout analysé. Par contre, je me sentais pas mieux. Je me sentais toujours aussi mal. Entendez-moi bien, j'ai rien contre la thérapie par la parole. Mais la thérapie par la parole, pour moi, c'est pas ça qui va à la racine du problème. C'est comme si j'étais dans un bateau, il y a un trou dans le bateau, il y a l'eau qui commence à arriver dans le bateau, et puis j'enlève l'eau du bateau. J'enlève l'eau, ou j'essaye de colmater un petit peu le trou avec de la thérapie par la parole, avec voilà toutes ces choses qu'on peut essayer quand on a de l'anxiété et qui marchent pas vraiment, qui vont pas à la racine du problème. C'est exactement ça. Et puis mon bateau, il continue tout doucement à couler, à couler, à couler un petit peu plus, centimètre par centimètre. Et tant qu'on va pas véritablement réparer le bois, réparer le trou, tant qu'on va pas à la cause du problème, on va pas se sortir de l'anxiété. Donc je suis partie en Inde, j'ai pleuré pendant 30 jours, et puis quand je suis rentrée, j'ai commencé à mettre en place une nouvelle routine. J'avais rencontré Rachna, qui était docteur en nutrition holistique, c'était mes premiers contacts avec l'alimentation anti-inflammatoire,
La docteure en Ayurveda m'avait donné des exercices de respiration à faire, donc je suis rentrée, j'ai recréé une nouvelle routine. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je pratique autre chose. Depuis l'enfance, je pratiquais le fait de me juger, de me critiquer, de m'abandonner moi-même. Là, il fallait que je pratique autre chose. Oui, avec de la discipline, mais avec aussi beaucoup de compassion, avec plus de douceur. Il y a des parties de moi qui sont coincées à l'âge de 3 ans, qui sont coincées à l'âge de 7 ans, à l'âge de 9 ans, même à ma naissance, même moi je crois avant ma naissance. Et en fait, quand on y pense, avoir cet état d'alerte dans le corps, avoir ces parties de nous qui nous parlent, qui nous disent « Hey, il y a quelque chose qui va pas », c'est un cadeau. Alors un cadeau, c'est peut-être un gros mot, un petit peu quand on parle de l'anxiété. On a du mal à voir notre anxiété comme un cadeau. Mais en tout cas, c'est des signes qui valent la peine d'être entendus. Et c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Ça veut dire que ces parties de moi, elles veulent mon attention. Et plus elles veulent mon attention, plus moi je m'échappe dans ma tête, je vais dans la tête. Et puis c'est le chat et la souris qui se poursuivent. Le seul problème, c'est que dans ce cas-là, le chat, c'est comme si le chat il devient de plus en plus gros, de plus en plus menaçant. Et puis à un moment, il faut qu'on écoute en fait, on s'en sort plus. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le breathwork. Donc j'ai mis toutes ces routines en place quand je suis partie d'Inde, et puis très peu de temps après, j'ai commencé le breathwork, et ça m'a beaucoup aidé. J'ai revécu des choses de l'enfance, c'est comme s'il y a vraiment des choses qui se sont connectées à l'intérieur de moi. J'ai revécu des épisodes de l'enfance, j'ai été capable de dire je t'aime à mon papa. J'ai vraiment accédé à cet espace de calme à l'intérieur de moi, ressenti des sensations que j'avais jamais ressenties, où j'étais là, j'ai ressenti une gratitude immense. L'anxiété et la gratitude, ça peut pas coexister, hein. C'est soit l'un ou soit l'autre. Et j'ai ressenti cette gratitude que j'avais jamais ressentie de ma vie. Et je peux vous dire, au début, le vrai soir, que j'avais pas envie d'y aller, hein. Je le dis toujours, les 8-10 premières séances, j'avais vraiment pas envie d'y aller. Il y avait cette résistance à l'intérieur de moi. Mais j'ai choisi de me mettre sur le tapis, à chaque fois. Parce que je voulais plus vivre comme ça, en fait. Je me sentais jamais complète. Je me sentais jamais complètement là. Je vivais toujours dans le futur. J'étais incapable d'être là quand je me baladais dans la nature. J'étais incapable d'être là quand j'étais avec des amis. C'est horrible de vivre comme ça. J'étais toujours dans le futur, toujours dans qu'est-ce qui peut se passer, toujours dans je suis pas en train de travailler, je devrais travailler, toujours là-dedans. Et j'en avais marre, en fait, c'était fini. J'étais déconnectée de moi, j'étais déconnectée de ce qui se passait, j'étais tout le temps dans ces pensées, dans mes scénarios catastrophes, ces pensées absolument horribles dans ma tête. Et pourquoi j'étais là-dedans ? Parce que mon cerveau, il fallait qu'il fasse matcher ce qui se passait dans mon corps. C'est logique. Il y a cet état d'alerte dans le corps, il y a quelque chose qui va pas. Donc le cerveau, il s'aligne avec ça pour qu'il y ait une cohérence entre le corps et l'esprit. Et le cerveau, vous pouvez vraiment penser au cerveau comme une machine à donner du sens. Il donne du sens à ce qui se passe dans le corps. Et donc il crée toutes ces pensées, vraiment horribles, infernales parfois, ces scénarios catastrophes, et puis on est là-dedans. Et comme le hamster dans sa roue, on est là-dedans, et ça s'arrête pas, et on sait plus par quelle boule prendre, on sait pas comment s'en sortir. Jusqu'à ce qu'on dise, maintenant ça suffit. Moi je pense que l'énergie du ça suffit, c'est une énergie qui est très très puissante. Et moi, ça a été une énergie vraiment qui m'a portée. L'énergie du ça suffit, c'est l'énergie que j'ai ressentie après avoir ouvert la porte de chez moi ce matin-là, à 7h du matin où je me suis mise à pleurer. C'est l'énergie que j'ai ressentie quand je suis arrivée en Inde. C'est l'énergie que j'ai ressentie quand je suis rentrée chez moi et que j'ai mis ces routines en place. C'est une énergie qui est très puissante. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais il suffit d'une décision pour dire maintenant, ça y est, je m'engage sur mon chemin de guérison, j'arrête de me juger, j'arrête de me critiquer, j'arrête de m'abandonner en permanence. Je m'engage envers moi-même, envers personne d'autre, envers moi-même. C'est une décision. Et puis après, c'est un mélange de discipline, de compassion et de douceur pour s'engager sur le chemin de guérison. Donc dans ce podcast, je vais parler de ce qu'il faut pour comprendre l'anxiété, vraiment comprendre cet état d'alerte dans le corps, pour sortir des cycles infernaux, de ces thérapies qui n'en finissent pas, de ces médicaments qui sont pas non plus la solution. On va comprendre comment réguler notre système nerveux, comment écouter ces différentes parties de nous, quelles pratiques on peut adopter pour y accéder à ce système nerveux, à ces parties de nous, à ces sensations dans notre corps qu'on n'arrive même plus à ressentir parce qu'on est complètement déconnecté. On va apprendre comment pousser les portes de cet espace de calme à l'intérieur de nous qui est déjà là mais qui pour le moment est complètement cadenassé, et nous, clé après clé, on va aller l'ouvrir pour y accéder.
Merci d'être ici et bienvenue dans le podcast Pas de soucis. Je me réjouis de t'accompagner et de faire un bout de chemin avec toi. Ce chemin qui est exigeant mais qui est aussi tellement beau. Le chemin de la guérison pour vivre sans anxiété. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.